Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de la guerre de Sun DSU. Non pas un simple manuel, mais le manuel. Le plus cité, le plus commenté, le plus redouté aussi. Un traité de stratégie militaire dont l'écho traverse les siècles et qui, bien que vieux de plus de 2000 ans, continue de parler à notre époque avec une acuité presque surnaturelle. On estime qu'il fut rédigé entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Une datation incertaine, floue, mouvante comme l'ombre de son auteur. Sun DSU. Un nom devenu légende. Mais derrière cette légende, un mystère. Certains historiens affirment qu'il n'a jamais existé, ou du moins que nous n'en avons aucune preuve tangible. D'autres, plus confiants, le décrivent comme un noble originaire du royaume de Wu, un homme de savoir et de silence, qui aurait passé sa vie à étudier les arcanes de la guerre avant de devenir conseiller royal. Ses conseils, dit-on, auraient permis au roi de conquérir vaste territoire sur vaste territoire, à une époque où la guerre en Chine était surtout une affaire intérieure. Mais qu'importe, au fond, qu'il ait existé ou non. Ce n'est pas la chair de l'homme qui nous intéresse aujourd'hui. C'est son esprit. C'est son œuvre. L'art de la guerre, non pas un livre de philosophie, mais qu'on peut, si l'on tend l'oreille, entendre comme tel. Car ce traité nous parle d'intelligence, d'efficacité, de conflit et de tout ce que l'on peut en tirer. C'est cette lecture-là que nous allons tenter. Permettez-moi, pour commencer, de vous raconter une anecdote célèbre qu'on attribue à Sun DSU. Une histoire qui, à elle seule, donne le ton. Un jour, Sun DSU propose au roi de démontrer ses talents de stratège. Il demande à ce qu'on lui amène 180 domestiques. Le roi, amusé, accepte. Parmi ses servantes, Sun DSU choisit 2 maîtresses royales et les nomme commandantes. Puis, il explique les ordres. À son signal, il faudra se tourner vers la droite. À droite, dit-il. Les femmes éclatent de rire. Sun DSU, impassible, se tourne vers le roi. Si l'ordre n'est pas exécuté, c'est qu'il n'a pas été formulé clairement. La faute revient donc au général. Il répète ses instructions. Il vérifie que les officières savent distinguer leur droite de leur gauche. Elles acquiescent. Il recommence. À droite. Et les 2 femmes rient à nouveau. Alors, cette fois, il ne sourit plus. Il regarde le roi, droit dans les yeux. Si l'ordre est clair mais que l'on désobéit, alors ce sont les officiers qui sont en faute. Et il fait exécuter les 2 maîtresses. Cette fois, plus personne ne rit. L'armée improvisée se fige. Chaque ordre est exécuté avec une précision militaire. Ce n'était plus un jeu. La leçon est brutale. En matière de guerre, il n'y a pas de place pour la pitié. La seule boussole, c'est la victoire. Et la victoire exige l'impitoyable. Première grande idée de Sun DSU, la fin justifie les moyens. La guerre n'est pas morale, elle est amorale. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que cela produit. Le résultat. La victoire. Mentir ? Tromper? Tuer des innocents? Si cela permet d'atteindre l'objectif, alors c'est bon. Car l'art de la guerre, selon Sun DSU, est d'abord l'art de la ruse, du mensonge, de la manipulation. Quand on pense à la guerre, on imagine des armes, des soldats, des bombes, des missiles. On pense à la force brute. Mais pour Sun DSU, la force seule ne suffit pas. Elle est utile, oui, et il le reconnaît. Chaque munition laissée par l'ennemi doit être récupérée, chaque prisonnier doit être conservé et employé. Mais ce n'est pas cela qui décide de la victoire. Ce qui décide, c'est la stratégie. Et la stratégie, c'est l'art d'utiliser le moins de force possible pour obtenir le plus d'effets possible. Une guerre bien menée est une guerre que l'on ne combat pas. C'est une guerre gagnée d'avance, parce qu'on a su anticiper, désorienter, désarçonner. Créer la confusion chez l'ennemi, l'amener à se tromper, voilà la clé. Parce qu'une guerre ne se gagne pas seulement par nos réussites, mais par les erreurs de l'adversaire. Comme aux échecs. Ou comme en boxe. Un boxeur ne gagne pas parce qu'il frappe plus fort, mais parce qu'il attend la faute, l'ouverture, la mauvaise garde. Et là, il frappe. Parce qu'un ennemi à découvert n'a plus besoin d'être fort pour tomber. La puissance s'effondre face à l'intelligence. La vraie guerre, selon Sun DSU, est celle où l'on triomphe sans livrer bataille. C'est une guerre où la victoire ne repose pas sur la force, mais sur la capacité à manipuler les forces de l'autre. Dans notre imaginaire occidental, l'art martial chinois évoque le code de l'honneur, le sacrifice, la vertu. Mais Sun DSU brise tout cela. Le combat pour la gloire? Il le méprise. Parce que celui qui cherche la gloire nuit à l'efficacité. Il veut briller, pas gagner.
Or la stratégie, la vraie, repose sur un principe simple, l'économie. Économie de force. Économie de mouvement. Économie de moyens. Pas de vertu. Pas de morale. La guerre n'est pas un idéal. C'est une nécessité. Et dans la nécessité, la survie est reine. Sun Tzu, au fond, c'est le général que Machiavel aurait admiré. Lui aussi a écrit un art de la guerre, dans une optique différente, mais avec une même idée centrale. Le pouvoir a besoin d'efficacité. Quand on demandait à Machiavel s'il valait mieux être craint ou aimé, il répondait « craint ». Parce que la crainte fait obéir là où l'amour hésite. Et la preuve? Dès que Sun Tzu a fait exécuter les 2 officières, tout le monde a obéi. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le critère ultime, chez Machiavel, c'est l'utilité pour le pouvoir. Chez Sun Tzu, c'est l'utilité pour la victoire. Et cela suppose de se méfier des apparences. Ce que l'on croit voir peut être un piège. La perception est trompeuse. Seule la raison peut guider l'action. Imaginez, sur le champ de bataille, vous voyez de la fumée. Vous pensez que l'ennemi a établi un camp. Vous foncez. Mais à votre arrivée, c'est vous qui êtes encerclé. Parce que vous avez cru ce que vous avez vu. Et non ce que vous avez compris. Voilà la clé. Observer, comprendre, anticiper. L'intelligence, c'est la capacité à créer des situations dont les conséquences sont prévisibles et à les exploiter. C'est prévoir la réponse à votre réponse. Un véritable casse-tête chinois, en somme. C'est pourquoi les échecs sont l'une des plus belles métaphores de l'art de la guerre. Une guerre de prédiction. Quand un maître dit mat en 8 coups, il ne devine pas. Il sait. Parce qu'il a tout anticipé. Et ça, c'est le sommet de l'intelligence selon Sun Tzu. Non pas frapper, mais prévoir. Agir sous l'impulsion, c'est avancer à tâtons dans un couloir sans lumière. C'est vivre dans l'instant sans perspective, dans l'écume du moment sans jamais sonder la mer. Or, quand on lit Sun Tzu, on a cette étrange impression que l'issue d'une guerre est chose limpide, presque triviale, qu'il suffirait, pour l'emporter, de penser avant d'agir. D'attendre. De ne pas se jeter tête baissée dans la mêlée. De prendre de la hauteur. Une évidence, dira-t-on. Et pourtant, que faisons-nous dans le tumulte d'un conflit? Nous réagissons. Par réflexe. Par orgueil. Par feu. Ce n'est plus la raison qui guide la main, mais la colère, le ressentiment, la jalousie, le besoin brûlant d'avoir raison. Nous nous emportons, et s'emporter, c'est déjà s'abandonner. Être arraché à soi. Être porté hors de soi par un tourbillon qui n'est plus dirigé. Or pour Sun Tzu, faire la guerre, c'est rester maître. Maître de ses troupes, oui. Mais aussi et d'abord maître de soi. Ce n'est pas un champ de rage, mais un champ de contrôle. Les émotions ne sont pas des conseillères fiables, elles obscurcissent, elles contractent, elles font taire les voix de l'intelligence et de l'anticipation. C'est la sérénité, au contraire, qui ouvre l'espace mental, c'est le détachement qui rend lucide. La guerre, chez Sun Tzu, c'est la logique glacée d'un esprit focalisé. C'est une opération vitale, pas un exutoire. Ce n'est pas une scène où régler ses comptes, mais un jeu de position, de mouvement, d'intelligence froide. Car penser l'ennemi, c'est pouvoir prévoir son prochain pas. Anticiper. Le devancer. Et cela est impossible quand l'émotion s'interpose comme un brouillard sur le champ de bataille intérieur. Nos affects réduisent notre champ attentionnel. On ne voit plus que ce qui nous brûle. On ne lit plus les lignes de force, on ne décode plus les signaux faibles. Spinoza disait, ne pas se lamenter, ne pas maudire, mais comprendre. Et c'est là, exactement, ce que Sun Tzu préconise. Comprendre plutôt que sentir. Savoir, plutôt que réagir. Et surtout, savoir que celui en face pense. Et qu'il peut, à tout instant, penser mieux que nous. Dans une confrontation, plus l'émotion monte, plus elle nous rend vulnérables. Elle nous pousse à dire ce qu'il ne fallait pas dire. À dévoiler ce qu'il fallait taire. À jouer nos cartes trop tôt. À trébucher. C'est pourquoi l'art de la guerre est aussi l'art du retrait. Du désengagement affectif. Il faut le dire comme Michael Corleone dans Le Parrain, ce n'est pas personnel, c'est les affaires. Une guerre n'est jamais personnelle. Elle est froide, calculée, méthodique. Car la guerre, ce n'est pas d'abord le combat, c'est l'élaboration. La lente montée en tension. L'accumulation patiente des signaux. L'attente du moment juste. Le reste, l'explosion, n'est qu'un point d'orgue. L'essentiel c'est jouer avant. Et c'est pour cela que l'ouvrage de Sun Tzu est emprisé dans les cercles de la finance.
Car le bon stratège, comme le bon investisseur, c'est que l'inaction vaut parfois plus que l'action. Ne pas bouger, c'est déjà gagné. Investir, le mot lui-même dit tout, on investit un territoire comme on investit un capital. On engage des ressources, on calcule des risques, on attend un rendement. Et parfois, le meilleur placement, c'est de ne rien miser. Tout comme la meilleure attaque est parfois de n'en faire aucune. Dans Le Parrain 2, Michael prononce une autre phrase célèbre. Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près. Et là encore, Sun DSU sourit dans l'ombre. Car connaître l'ennemi, ce n'est pas seulement l'observer, c'est devenir lui. Se glisser dans sa conscience. Adopter son point de vue. Abandonner temporairement la sienne. C'est une forme d'empathie, mais une empathie stratégique instrumentale. Une empathie sans affect. Il faut penser comme l'ennemi pour mieux le piéger. Et pour penser comme lui, il faut suspendre tout jugement sur lui. La guerre ne repose pas uniquement sur des forces visibles. Il y a les chars, les fusils, les uniformes, oui. Mais il y a aussi la force mentale, le moral des troupes. Et ce moral, lui aussi, fait partie de la stratégie. Ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power n'est que l'écho contemporain de cette vérité antique, la psychologie est une arme. Les soldats ont besoin de sentir la nation derrière eux. Ils veulent rentrer en héros. Pas en boucher. Il faut donc que la guerre soit perçue comme juste. Et pour cela, il faut une mise en scène. Une narration. Une propagande. La propagande, c'est l'allié invisible des armes visibles. Elle simplifie. Elle diabolise. Elle divise le monde en bien et mal. Et dans cette dichotomie, toute nuance devient suspecte, tout doute devient trahison. La vérité n'a plus cours. Comme le dit Chomsky, la propagande ne vise pas à informer, mais à produire un effet. Elle est performative. Et pour Sun DSU, tout ce qui est efficace est légitime. À son époque, il n'y avait pas de médias de masse. Mais le principe restait le même, désinformer pour mieux frapper. Brouiller pour mieux guider. On parle de trahison, de duplicité. Mais saviez-vous que, juridiquement, entretenir des relations secrètes avec l'ennemi s'appelle intelligence avec l'ennemi? Pas connivence. Pas sympathie. Intelligence. Et ce mot, avec tout son poids, dit bien que ce qu'on redoute le plus chez l'ennemi, ce n'est pas sa force. C'est sa ruse. Sa capacité à prévoir. À manipuler. À séduire. Prométhée, en grec, signifie le prévoyant. Et pourtant, c'est son frère, Épiméthée, celui qui comprend après, qui a reçu la charge de doter les animaux. Résultat, l'homme, oublié, se retrouve nu. Faible. Fragile. Livré aux griffes du monde. Une erreur d'anticipation. Une négligence du futur. Une leçon pour tous les stratèges. Car Sun DSU, lui, n'oublie rien. Il a compris que l'esprit précède la matière. Que le triomphe, en guerre, vient d'abord de l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté de manipuler les forces matérielles à distance. De les faire jouer en notre faveur sans les heurter de front. C'est ce que fait le serpent dans le jardin d'Éden. Il n'impose rien, il suggère. Il ne force pas, il oriente. Il détourne. Séduire, étymologiquement, c'est détourner du chemin. Voilà l'intelligence maléfique à l'œuvre. Et c'est bien cette intelligence-là, rusée, flexible, lucide, que Sun DSU mobilise. Une intelligence sans morale, mais non sans méthode. Une intelligence qui connaît l'homme, ses failles, ses désirs. Qui sait que ce n'est pas la force brute qui gagne les guerres, mais la capacité à faire tomber l'ennemi en lui-même. Il est des vérités si essentielles qu'elles s'imposent avec la force d'un axiome. La guerre est d'une gravité telle qu'elle ne peut être abandonnée à l'instinct ou à l'impulsion. Elle n'est pas un simple affrontement de corps et de volonté, mais l'arène secrète où se joue la survie de ce que nous avons de plus précieux, nos terres, nos peuples, notre stabilité, notre nom. Ainsi, la considérer sans réflexion, l'aborder sans la plus rigoureuse lucidité, c'est trahir ce que l'on prétend protéger. C'est croire que l'action suffit, alors qu'en vérité, c'est l'intelligence qui donne forme et direction à l'action. Celui qui veut s'épargner la défaite doit considérer la guerre non comme un éclat de violence, mais comme un art de l'anticipation. L'intelligence véritable ne se manifeste pas dans le tumulte de la mêlée, mais dans le silence des décisions préparées longtemps à l'avance. Le combat n'est jamais une fin en soi, il devient même superflu lorsque la stratégie atteint sa pleine puissance. Celui qui triomphe sans combattre est celui qui comprend l'ordre secret des forces en présence. Cela exige une discipline intérieure,
Se tenir à distance du vacarme des passions, veiller à consolider ses alliances à l'extérieur tout en renforçant ses fondations intérieures. La sagesse tactique enseigne à ne pas exposer ce qui est fragile, à ne pas tout risquer dans un seul élan. Combien de royaumes, combien de volontés, se sont brisés pour avoir misé l'avenir entier sur une unique bataille. Quelle folie de croire que le destin peut être arraché à la précipitation. Lorsque l'ennemi est uni, fragmentez-le. Lorsqu'il est fort, déplacez-vous là où il est faible. Attaquez à l'endroit qu'il n'a pas songé à défendre. N'apparaissez jamais là où l'on vous attend. Voilà les clés du maître stratège. Le champ de bataille véritable n'est pas le sol que l'on foule, mais la conscience de celui qui agit. Le terrain favorable est celui que l'on choisit, non celui qu'on subit. C'est dans cette conscience élargie que se joue l'issue. Éloignez l'ennemi de tout ce qui lui est utile, rapprochez-vous de tout ce qui vous donne un avantage. Mais plus encore, veillez à ne jamais laisser votre vigilance s'endormir. Le secret d'une victoire durable réside dans cette posture de veille, une veille patiente, active, impassible. Soyez brume et vent tant que l'heure n'est pas venue. Avancez en silence, dissimulez vos intentions. Soyez un chemin détourné, une voie sans source, une silhouette dans le brouillard. Mais surtout, ne combattez jamais sous l'emprise de la colère. Un souverain ne lève pas d'armée par orgueil blessé. Un général n'engage pas ses troupes pour venger une insulte. Car la colère, comme toutes les passions, obscurcit l'esprit, trouble la vision, fausse le jugement. Elle donne l'illusion de la puissance, mais ne produit que la confusion. Celui qui agit ainsi devient l'instrument de sa propre ruine. Dans ces moments troubles, l'esprit se brouille et les décisions se déforment. Même dans les guerres du cœur, celles que nous menons contre ceux que nous aimons, les mêmes lois s'appliquent. Dès qu'il ne s'agit plus de comprendre mais de convaincre, dès que le dialogue devient combat, nous sommes en guerre. Et toute guerre impose de savoir s'affirmer, de se confronter, car tout le monde n'est pas animé de pureté. Il faut parfois choisir d'entrer en conflit, non par goût de la confrontation, mais par nécessité. Rester passif, sous prétexte de paix, revient parfois à se trahir soi-même. Mais choisir ses combats, comme le recommande Sun DSU, c'est refuser d'être le jouet des circonstances ou des émotions. La guerre n'est pas la victoire de la force brute mais la souveraineté de l'esprit. Là où l'intelligence règne, le combat devient accessoire. Il n'est plus qu'impossible parmi d'autres, souvent le moins désiré, parfois le seul nécessaire. L'intelligence stratégique, lorsqu'elle atteint sa maturité, ne se contente pas d'agir, elle modèle les conditions mêmes de l'action. Elle devance le mouvement adverse, crée des illusions, manipule les apparences, dirige les récits, elle tisse autour de l'ennemi une toile invisible où ce dernier se piège de lui-même. Voilà pourquoi Sun DSU insiste sur le fait que l'excellence ne réside pas dans le fait de vaincre 100 fois 100 ennemis, mais dans l'art de les soumettre sans combat. C'est là le sommet de la maîtrise, contraindre l'adversaire à renoncer avant même d'avoir levé l'épée. Dans ce monde mouvant où chaque force suscite sa contre-force, où chaque avantage peut se transformer en piège, il faut savoir rester fluide. L'eau ne résiste pas, elle s'adapte. Elle épouse les reliefs, contourne les obstacles, s'insinue partout et finit toujours par trouver son chemin. Le stratège, comme l'eau, ne doit pas chercher la confrontation frontale, mais la transformation silencieuse du champ de bataille. Il attaque là où la défense est absente, il agit là où l'ennemi n'a pas encore pensé à regarder. Mais cette fluidité n'est possible que si l'on s'est d'abord débarrassé du poids de l'ego. Le moi orgueilleux est un mauvais général, il veut triompher, il veut punir, il veut prouver. Mais dans la guerre, vouloir prouver, c'est déjà perdre. Celui qui combat pour sa fierté est vulnérable, car il agit pour se rassurer, non pour gagner. Le moi est bruyant, la stratégie, elle, est silencieuse. Ce n'est pas la colère qui doit commander, mais l'équilibre. Ce n'est pas l'humiliation qu'il faut laver, mais la situation qu'il faut transformer. Et quand l'intelligence s'exerce au plus haut degré, elle ne s'arrête pas à l'opération militaire, elle infiltre la pensée, elle transforme l'opinion. Car la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, elle se joue aussi dans les esprits. Le moral des troupes, l'adhésion du peuple, l'isolement de l'ennemi dans l'imaginaire collectif, tout cela fait partie du champ stratégique. La victoire commence bien avant le choc des corps, elle se prépare dans le langage, dans la perception, dans l'information. Toute vérité devient une arme, et tout silence, un piège. La propagande, dans ce cadre, n'est qu'un prolongement naturel de la stratégie. Une guerre se gagne aussi par les mots. En fabriquant l'image d'un ennemi barbare, irrationnel, inhumain, on justifie les moyens les plus extrêmes. Plus l'ennemi paraît monstrueux, plus la guerre semble nécessaire. Le manichéisme devient la tactique, la diabolisation une arme, l'uniformité de pensée une exigence.
Dans cet espace rétréci, la vérité devient un luxe dangereux, car elle complexifie ce que la guerre exige de simplifier. Mais Sun DSU, bien avant les médias modernes, avait compris que toute guerre est d'abord affaire de déséquilibre psychologique. La désinformation, le doute, la rumeur, ce sont là des armées invisibles, capables de renverser des empires sans verser une goutte de sang. Ce n'est pas la puissance qui triomphe, mais la perception de la puissance. La peur peut anéantir une armée avant qu'elle n'ait combattu. Et celui qui maîtrise l'image qu'il renvoie à l'autre détient une force plus grande que n'importe quelle division blindée. Et pourtant, cette intelligence stratégique, si froide, si méthodique, ne peut faire l'économie de l'empathie. Non pas une empathie morale ou affective, mais une empathie instrumentale, tactique. Comprendre l'ennemi, c'est se glisser dans sa pensée, deviner ses failles, anticiper ses mouvements. C'est une forme d'oubli de soi, une suspension provisoire de notre propre subjectivité, pour mieux épouser la sienne. C'est dans cette forme d'abstraction que réside la possibilité d'un contrôle total. Une guerre n'est pas personnelle, disait Michael Corleone, et c'est justement parce qu'elle ne l'est pas qu'elle peut être gagnée. Le stratège doit ainsi être multiple, à la fois visionnaire et calculateur, philosophe et illusionniste. Il doit manier le paradoxe avec aisance, savoir que la paix véritable passe parfois par la menace, que l'apparente faiblesse peut cacher une force, et que le plus sûr moyen de garder ce que l'on possède, c'est parfois de feindre de l'abandonner. Car ce que Sun DSU enseigne, au fond, ce n'est pas une science de la guerre, mais une science du pouvoir. Et cette science-là est vieille comme le monde. Elle fut celle des dieux grecs, comme Prométhée le prévoyant, elle fut celle du serpent d'Éden, maître de la suggestion. Dans tous les mythes, celui qui triomphe n'est pas le plus fort, c'est celui qui connaît les lois invisibles du désir, de la peur et de l'erreur. Ainsi, celui qui veut véritablement régner, qu'il commence par comprendre l'esprit humain. Le reste viendra. Le véritable stratège ne conquiert pas seulement des territoires, il conquiert des esprits. Il ne triomphe pas seulement sur le champ de bataille, il inscrit sa victoire dans la mémoire collective, dans les récits, dans l'histoire elle-même. Car la guerre la plus décisive est toujours une guerre narrative. C'est celui qui raconte la guerre qui finit par la gagner même s'il l'a perdue. Et dans ce récit, la vérité historique importe moins que la vérité symbolique, celle qui façonne les croyances, qui légitime les pouvoirs, qui organise la perception du juste et de l'injuste. Toute domination repose, en dernière instance, sur une forme de narration. Ainsi, les plus grands conquérants n'ont pas seulement érigé des empires, ils ont produit des mythes. Alexandre a propagé une culture. César a écrit ses campagnes. Napoléon a sculpté sa légende. Et à travers eux, c'est l'intelligence stratégique qui s'est métamorphosée en pouvoir culturel. L'intelligence, ici, cesse d'être une simple qualité de l'esprit, elle devient une force historique. Elle devient l'aptitude à voir au-delà du visible, à transformer les circonstances en opportunités, les obstacles en tremplins. Le stratège ne subit pas le réel, il le plie à sa volonté. Mais cette volonté, pour être efficace, doit être vide. Vide d'orgueil. Vide d'attachement. Vide de passion. Car l'intelligence véritable est détachée. Elle ne cherche ni la gloire, ni la reconnaissance. Elle se contente de tracer des lignes invisibles dans le chaos, de tendre des fils imperceptibles qui, à terme, déplacent des montagnes. Elle agit sans bruit, comme l'eau qui use la pierre. Et c'est justement parce qu'elle se rend imperceptible qu'elle devient irrésistible. Ce vide stratégique, ce vide qui n'est pas un manque mais une disponibilité totale, rappelle les principes du Tao. Dans le taoïsme, l'action juste est celle qui ne force rien, celle qui suit le cours naturel des choses, tout en les orientant subtilement. Le général idéal, selon Sun DSU, est un sage, il ne cherche pas à imposer, mais à canaliser. Il ne détruit pas l'ennemi, il l'absorbe, il le dissout, il l'intègre dans un ordre plus vaste. Et s'il détruit, ce n'est jamais dans la colère, toujours dans la nécessité. Ce principe vaut également dans les conflits intérieurs. Car il faut bien reconnaître que la guerre la plus intime est celle que nous menons contre nous-mêmes. Contre nos impulsions, nos peurs, nos rancunes. Contre cette part de nous qui veut frapper avant de comprendre, répondre avant d'écouter, imposer avant de réfléchir. Là encore, Sun DSU nous parle. Contrôler l'ennemi, c'est d'abord se contrôler soi-même. On ne domine le monde qu'en domptant ses propres tempêtes. Et combien de fois n'avons-nous pas livré, en silence, des batailles contre des pensées obsédantes, contre des souvenirs, contre le besoin d'avoir raison? Combien de fois avons-nous réagi comme des généraux inexpérimentés, en envoyant toute notre armée intérieure contre une simple remarque, une petite frustration? La stratégie n'est pas qu'un art militaire, c'est un art de vivre.
Celui qui apprend à choisir ses combats devient maître de son énergie. Il n'agit plus pour se défendre, mais pour transformer. Il ne parle plus pour convaincre, mais pour déplacer l'équilibre. Il faut du courage pour ne pas se battre. Il faut de la lucidité pour savoir qu'une guerre ne mérite pas d'être menée. Il faut de la force pour comprendre que la violence, physique, verbale, psychique est souvent le masque d'une faiblesse. Et cette force-là est rare, parce qu'elle exige une souveraineté intérieure. Celui qui est libre de lui-même devient inattaquable. Et pourtant, nous sommes des êtres désirants. Nous sommes perméables. Le monde entre en nous par 1000 portes, les images, les mots, les gestes, les souvenirs. Et c'est dans cette perméabilité que réside notre vulnérabilité. C'est par là que l'ennemi s'introduit. Pas toujours un ennemi extérieur, non, parfois une idée, une obsession, une peur. Le vrai champ de bataille, aujourd'hui, n'est peut-être plus le territoire, mais l'attention. Celui qui capte l'attention d'un peuple, d'un individu, d'une génération, celui-là tient le pouvoir. Nous vivons donc dans une guerre permanente. Une guerre douce, feutrée, parfois invisible. Une guerre de récits, de symboles, d'algorithmes. L'intelligence stratégique, dès lors, doit devenir une vigilance. Une capacité à discerner le vrai du vraisemblable, le nécessaire du compulsif. Une capacité à ne pas se laisser happer par l'immédiat. Et c'est cela, au fond, que Sun DSU nous apprend, que dans un monde saturé de mouvements, d'urgence, de réaction, celui qui prend de la hauteur, celui qui attend, celui qui pense, gagne sans combattre. L'intelligence stratégique devient donc l'art d'habiter le monde sans s'y perdre. Elle suppose un regard oblique, une pensée latérale, une manière d'être au monde qui ne soit ni soumise ni frontale, mais fluide. Elle épouse les formes de la réalité sans s'y briser, elle les épouse pour mieux les déformer. Et ce que Sun DSU nomme victoire, ce n'est pas la destruction de l'adversaire, mais sa désactivation, sa réduction à l'impuissance par l'anticipation. Dans ce sens, on pourrait dire que le combat est l'échec de la stratégie. Que le sang versé révèle une faille, une émotion mal contrôlée, une erreur d'analyse, un moment de précipitation. Le général idéal n'a pas besoin de démonstration de force, car il a déjà gagné dans l'invisible. Le combat devient superflu quand l'esprit a déjà conquis le terrain. Voilà pourquoi l'intelligence est suprême, parce qu'elle désamorce. Mais dans nos sociétés modernes, saturées de signaux, de tensions et d'excès, cette intelligence tend à se dissoudre. Elle devient un luxe, voire une menace. Car elle ralentit. Elle questionne. Elle trouble les évidences. Elle introduit du jeu là où le système exige de la vitesse. Or, la vitesse est aujourd'hui l'arme du chaos. On parle d'urgence, d'actualité, de breaking news. Mais ces mots sont des pièges. Ils nous enferment dans l'instant, dans la réaction, dans le réflexe. Et c'est précisément là, dans ce réflexe, que la guerre commence. Chaque fois que nous réagissons sans penser, nous renonçons à notre souveraineté. Chaque fois que nous agissons sous l'effet d'une impulsion, colère, indignation, peur, nous cédons à l'ennemi, quel qu'il soit. L'ennemi peut être un autre, un événement, une idéologie, une pulsion. Mais toujours, il nous prend lorsque nous cessons de penser. C'est pourquoi la guerre, aujourd'hui, se mène d'abord sur le terrain mental. Et l'arme la plus redoutable n'est plus la bombe, mais la distraction. Être distrait, c'est ne plus habiter son propre esprit. C'est laisser d'autres forces y faire leur nid. Et dans ce sens, la stratégie, c'est la reconquête de l'attention. C'est la reconquête du silence intérieur. Celui qui ne maîtrise pas son attention devient colonisé. Il croit choisir, mais il est choisi. Il croit penser, mais il est pensé par d'autres. C'est dans cette lumière qu'il faut comprendre l'importance vitale du détachement chez Sun DSU. Il ne s'agit pas d'un retrait du monde, mais d'une maîtrise de soi dans le monde. Le détachement n'est pas l'indifférence, mais la lucidité. Il est la capacité à voir sans être emporté. À agir sans être possédé. C'est une vertu de commandement, mais aussi une éthique de l'existence. Celui qui sait se retirer au bon moment, celui qui sait se taire, différer, suspendre, celui-là est un stratège. Il laisse les autres s'épuiser dans l'agitation, dans la vaine démonstration de force. Et lui, patiemment, attend le moment juste. Il sait que le monde est un théâtre d'ombre, et que l'action véritable a lieu dans l'ombre portée. Il sait que le pouvoir ne se prend pas, il s'infiltre. Et dans cette infiltration, il faut une intelligence froide, une intelligence qui ne cherche pas à séduire mais à comprendre, qui n'a pas besoin d'être vue, parce qu'elle agit par en dessous. C'est une intelligence tactique, souple, souvent invisible. Elle ressemble à l'eau, elle épouse toutes les formes, mais finit toujours par s'imposer.
Elle est sans forme, donc irrésistible. Dans un monde de visibilité permanente, de bruit, de rivalités exposées, ce type d'intelligence devient subversive. Car elle ne cherche pas à paraître. Elle ne joue pas le jeu du spectacle. Elle désarme l'adversaire non pas en l'écrasant, mais en le déplaçant. Elle le fait trébucher sur sa propre arrogance. Et c'est là, précisément, que le combat devient inutile, lorsque l'adversaire, sans comprendre comment, perd pied dans un terrain qu'il croyait maîtriser. Et il faut bien reconnaître que cette intelligence est rare, parce qu'elle suppose un certain silence intérieur. Un calme stratégique. Une patience presque spirituelle. Elle n'a rien à voir avec l'intelligence vive, brillante, bavarde. Elle relève de la profondeur, du retrait, de l'observation. Elle ressemble à la sagesse ancienne, à la méditation des maîtres zen ou des ermites taoïstes. Elle pense le temps autrement. Elle pense l'espace autrement. Elle ne cherche pas l'efficacité immédiate, mais la victoire durable. En fin de compte, on pourrait dire que le plus grand stratège n'est pas celui qui gagne toutes ses batailles, mais celui qui n'a plus besoin de les livrer. Il a compris que l'affrontement est souvent un piège, une perte d'énergie, un appauvrissement. Que la véritable puissance ne se montre pas, elle rayonne. Elle est un ordre invisible qui se diffuse. Et cette puissance, aujourd'hui plus que jamais, est celle de l'esprit. Dans un monde surarmé, c'est l'intelligence qui tranche. Dans un monde saturé de cris, c'est le silence qui gouverne. Et dans un monde où tout s'accélère, c'est la lenteur qui sauve. Alors, que reste-t-il à retenir de tout cela? Que la guerre, telle que la pense Sun DSU, n'est pas une apologie de la violence, mais une science de la maîtrise. Une sagesse froide, dépouillée, qui nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside ni dans la force brute, ni dans l'impulsion, mais dans l'anticipation, le silence et la clarté d'esprit. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à réagir, à riposter, à combattre à chaud, les sereins choisissent la voie du recul, de l'analyse, de la stratégie. Car il ne s'agit pas de fuir le conflit, il s'agit de le comprendre. De le désamorcer avant même qu'il n'éclate. D'apprendre à voir dans l'obscurité, à entendre dans le vacarme, et à décider quand tout pousse à l'aveuglement. Être serein, ce n'est pas être passif. C'est être en paix avec soi pour ne pas se laisser emporter par les vents contraires. C'est préférer la lucidité à l'instinct, le détachement à l'emportement. C'est savoir que parfois, la plus grande des victoires est celle qu'on obtient sans avoir eu à combattre. À bientôt, dans un nouvel épisode.